Professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Bonjour. Nous nous voyons régulièrement pour faire le point. Nous allons faire le point sur les vaccins, évidemment, sur la vaccination, l'état de la vaccination, sur ce qu'il faudrait faire. Nous allons faire le point sur le fameux variant Delta, venu d'Inde. Est-ce qu'il est dangereux? Est-ce qu'une quatrième vague nous menace? Je rappelle que vous êtes épidémiologiste, directeur de recherche à l'Institut Pasteur, professeur au Conservatoire national des arts et métiers et membre du conseil scientifique qui ne sera pas réuni aujourd'hui d'ailleurs, hein, professeur Fontanet. Conseil scientifique, si, on se réunit aujourd'hui. Si. Nous avons notre rendez-vous. Comme tous les mercredis. Moi, d'accord, mais je croyais, j'ai eu une mauvaise information. Bon, professeur Arnaud Fontanet. Dernière étape du déconfinement aujourd'hui. Là, je m'adresse à toutes celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Aujourd'hui, plus de limitations dans les lieux accueillants du public. Les restaurants, les bars, tous les commerces, les musées, les cinémas, je ne sais pas moi, les croisières, les mariages, les obsèques... Tout est ouvert à partir d'aujourd'hui. Passe sanitaire au-delà de 1000 personnes. Plus de limites concernant les personnes à table. Réouverture des cantines d'entreprise à 100%. Et puis port du masque toujours dans les files d'attente. Port du masque toujours obligatoire au sein des entreprises. D'ailleurs, vous portez toujours un masque. Je porte toujours le masque, effectivement. Les lieux fermés, les lieux publics, etc. Je porte le masque. Bien, nous avons besoin de faire le point sur l'épidémie de Covid et notamment le fameux variant Delta. 20% des nouveaux cas en France, c'est cela? 20% oui. Aujourd'hui. On était à 4% début juin. On suit la progression d'un variant plus transmissible que les autres virus qui étaient sur le territoire. C'est ce qu'on sait aujourd'hui du variant Delta. Oui. Il est à peu près 50% plus transmissible que le variant Alpha, qui était le variant anglais, qui était arrivé au début de l'année sur le territoire français. Et comme le variant anglais avait mis 2 mois pour remplacer les virus de 2020, ce variant Delta, en 2 mois, va très vraisemblablement remplacer les virus qui sont actuellement présents sur le territoire français, à l'exception peut-être du variant sud-africain, vous savez, qui est présent en région parisienne, 10%, qui va probablement garder sa part de territoire, et de quelques autres virus. Mais voilà, il va devenir prédominant dans les 2 mois qui viennent. Il va devenir prédominant dans les semaines qui viennent, d'après toutes les projections, notamment le travail de l'Institut Pasteur. Fin août, 90% de variants Delta. Oui, c'est ce qu'on peut s'y attendre. Hein. Voilà, ça va être en l'ordre de 80-90%. Et alors, c'est un variant qui est donc plus transmissible. Oui. C'est un variant aussi... Donc plus transmissible, c'est-à-dire plus contagieux. Plus contagieux. Oui. C'est un variant également qui est probablement, comme l'était le variant anglais, plus apte à faire des formes sévères. C'est-à-dire que les gens infectés ont plus de risques d'être hospitalisés. On estime ce risque à 50% supérieur au virus qu'on connaissait en 2020. Et c'est un variant qui, par rapport au vaccin, pose quelques difficultés. Alors, il n'est pas aussi, ce qu'on dirait, échappant que le virus, le variant qu'on avait appelé sud-africain et bêta aujourd'hui. Il se situe à peu près intermédiaire entre le virus de 2020 sur lequel les vaccins avaient été faits et ces variants qui échappent le plus. Ça veut dire que quand même, avec 2 doses d'un vaccin, que ce soit ARN messager et AstraZeneca, vous êtes quand même protégé à 95% contre les formes graves, les hospitalisations. C'est ça qui est le plus important. 95% de protection avec les vaccins contre le variant Delta. 2 doses. 2 doses, oui, 2 doses. Je vais revenir sur les protections, 1 dose et 2 doses. Nous allons revenir sur la vaccination. Mais est-ce qu'une 4e vague est probable ? Je pense qu'on a déjà à peu près tout dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on met dans les modèles ces nouvelles données dont on dispose, on voit qu'à la rentrée, on aura très vraisemblablement une augmentation du nombre de cas. Donc une nouvelle vague. Une vague de cas, qui donc sont des infections dont on connaît aujourd'hui le spectre qui est très large, qui avec des formes mineures, des formes asymptomatiques, etc. Oui, comme aujourd'hui. L'important, c'est les formes sévères, parce que c'est elles évidemment qui vont affecter la santé des personnes et qui présentent un risque de complications, d'hospitalisation, voire de décès. Et c'est vraiment là où le message sur les vaccins est extrêmement important, c'est qu'avec des vaccins 2 doses qui protègent à 95% contre les hospitalisations, il y a une façon très simple de faire que cette 4e vague ne soit pas une vague qui mette en tension les systèmes hospitaliers et qui entraîne des complications sévères et des décès. Pour résumer ce que vous dites, il y aura à la rentrée
La rentrée, c'est quand? Vous la situez quand pour vous? C'est difficile pour nous, mais ça sera septembre-octobre. Septembre-octobre, une nouvelle vague. Voilà. Bon, il y aura une nouvelle vague à la rentrée, mais cette nouvelle vague sera moins dangereuse que tout ce que l'on a connu jusque-là si nous sommes majoritairement vaccinés. C'est ce que j'ai résumé. Très majoritairement vaccinés. Très majoritairement vaccinés. Alors, ça, ce sont les modèles. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut observer ce qui se passe de façon empirique dans les pays qui aujourd'hui connaissent cette poussée du variant indien. C'est d'abord le Royaume-Uni, c'est aussi le Portugal, il y a Israël, qui sont des pays qui ont des couvertures vaccinales, Israël et Royaume-Uni, extrêmement élevées, Portugal à peu près comme la France. Et là, on peut voir en temps réel comment ça se passe. Alors, ce qu'on observe dans ces pays, c'est une augmentation du nombre de cas. Ce qu'il faut maintenant scruter... Oui, 18 000 cas par jour en moyenne en Grande-Bretagne. Ce qu'il faut scruter maintenant de façon extrêmement attentive, c'est la montée des hospitalisations. Si cette augmentation du nombre de cas s'accompagne d'une augmentation des hospitalisations en Grande-Bretagne, où le taux de vaccination est très élevé, ça veut dire que malheureusement, le vaccin ne protège pas suffisamment pour éviter une mise en tension du système hospitalier et des formes sévères. Si en revanche, on voit une épidémie de nombre de cas, mais que le nombre d'hospitalisations reste finalement limité, ça voudra dire que la vaccination de doses fonctionne. Sachez que chez les Anglais, ils prévoient à la fin juillet d'avoir quasiment 100% de vaccinés chez les plus de 60 ans. Entre 95 et 100%. En Israël, les premières tendances montrent que d'abord le variant Delta est là, en Israël. Les premières tendances montrent que les vaccins sont très efficaces contre ce variant Delta. Je regardais les chiffres depuis le 14 juin. 2 décès seulement en Israël grâce à la vaccination. Alors, mais tout à fait. Je pense que c'est vraiment la solution là entre les mains. Oui. Et qu'il faut regarder ces pays parce qu'ils nous disent ce qui va se passer sur la France. Et puis entre-temps, voilà, vous avez très bien résumé la situation. On est dans une période de réouverture. On a un nombre de cas sur le territoire français de l'ordre de 2000 par jour. Quand on s'était vu la dernière fois, je vous avais dit, si on est en dessous de 5000, on est quand même déjà bien pour passer l'été. On est vraiment bien positionné. Profitons-en. Profitons-en. Nous allons passer l'été tranquillement. On va passer l'été tranquillement. Ne faisons pas n'importe quoi. Hein. On réouvre, c'est parfait. Ça ne veut pas dire pour autant de tout oublier. Je pense qu'on peut tout à fait réouvrir et profiter de ces mesures qui ont été levées pour reprendre une vie beaucoup plus agréable pour nous en profitant des loisirs, des rencontres, des réunions. Ne faisons pas n'importe quoi pour autant. Et on aura un été qui sera... qui devrait bien se passer d'un point de vue sanitaire. Profitons à la rentrée, donc septembre, profitons octobre. De cette période de l'été pour se vacciner. Faisons ça, on retourne à une vie agréable, etc. Et on se fait vacciner. En même temps. Alors, je vais revenir sur la vaccination, encore une fois, Arnaud Fontanet, mais je regarde le calendrier. L'été sera tranquille. À l'automne, donc septembre, octobre, une nouvelle vague. Alors, si nous sommes bien vaccinés, cette nouvelle vague, eh bien, nous allons l'amortir en quelque sorte, hein, si j'ai bien compris, résumé, parce que quand même, ce variant Delta, il est 60 fois plus contagieux que le variant anglais. Pourquoi d'ailleurs? 60% plus contagieux. 60 pardon. 60. On s'était compris. Oui, 60%, mais pourquoi d'ailleurs? On n'est pas très clair là-dessus. Hein. C'est probablement au niveau de la capacité du virus à infecter les cellules qu'il est plus performant. Hein, et c'est ainsi qu'il est plus contagieux. On trouve chez les personnes qui sont infectées par ces variants anglais ou le variant Delta par rapport au virus de 2020 des charges virales qui sont légèrement plus élevées. On n'a pas l'impression que la durée de la maladie soit différente, que la durée de l'expression virale soit différente. Et les études que nous avons pu mener, pas sur le variant Delta encore, mais sur les variants précédents, laissent entendre que ce sont dans les mêmes lieux que les personnes se contaminent et à peu près de la même façon. Simplement, le risque est un petit peu plus élevé dans les mêmes circonstances. Il est plus transmissible. Plus transmissible. Tout simplement. Hein. Suis-je contagieux si je suis vacciné, professeur? Alors, beaucoup moins. Votre risque d'être contagieux est beaucoup moins important que si vous n'étiez pas vacciné. Déjà, quand vous êtes vacciné, vous diminuez de 80-90% votre risque d'être infecté. Et si, par malchance, vous étiez infecté, vous diminuez encore considérablement, on ne sait pas très bien, peut-être entre 50 et 80% votre risque de transmettre ce virus à quelqu'un d'autre. Donc, globalement, vous allez très peu contribuer. Je suis moins transmetteur. Je suis, par exemple, je suis doublement vacciné.
beaucoup moins à risque d'être infecté. Donc, je suis beaucoup moins transmetteur. Déjà beaucoup moins à risque d'être infecté et de fait moins transmetteur. Et même si, par malchance, vous étiez infecté, beaucoup moins transmetteur. Beaucoup moins transmetteur, oui. Ce qui est très important à souligner, et je pense à toutes celles et ceux qui sont réticents à la vaccination. Bien, j'ai plein de questions. Vaccination, une dose, une seule dose. Quelle protection et combien de temps après l'injection ? Alors, il faut savoir d'abord qu'il y a deux situations. Si vous avez déjà été infecté par le coronavirus, on ne recommande qu'une seule dose parce que cette dose suffit à réactiver finalement les cellules que vous aviez en mémoire qui étaient capables de produire des anticorps. Si vous n'avez pas été infecté, avec une dose, ça dépend des vaccins, mais vous avez une protection, si je devais faire simple, qui est de l'ordre de 50-60% contre le risque d'être infecté. La deuxième dose vous fera monter à 90%, et c'est pour ça qu'elle est importante, et surtout vous couvrira contre les formes très graves. Oui, pas de formes graves si on est vacciné 2 doses, si j'ai bien compris. Je rappelle aussi qu'il y a un délai après la vaccination. Alors, il y a un pour délai, être bien protégé. Voilà. Je ne m'attarderai pas trop sur la vaccination une dose, parce que vraiment, il faut aller à 2 doses. Alors, oui, 2 doses. Je pense que de ce côté-là, il ne faut pas que les gens aient l'idée qu'une dose suffirait. Combien de temps après les 2 doses on est protégé ? On considère une semaine. Une semaine après la deuxième dose, on est protégé. On est protégé. Bien. Alors, je voudrais venir sur les conditions de la vaccination et sur les réticences. Les réticences sont nombreux. Pourquoi ? Que disent-ils ? Certains disent que les vaccins ont été créés trop rapidement, trop vite. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je réponds que tant mieux. Ils ont été créés très vite parce que imaginez dans quelle situation on serait aujourd'hui si on n'avait pas des vaccins. C'était quand même un exploit, une mobilisation scientifique mondiale absolument exceptionnelle et unique dans l'histoire de la recherche biomédicale que d'arriver à produire ces vaccins si vite. Après, on est sur des technologies qui étaient connues sur l'AstraZeneca, etc. C'est des vecteurs adénovirus qui ont été utilisés pour beaucoup d'autres vaccins. La même chose pour les protéines subunitaires. ARN messager, c'est une découverte. Ça faisait quand même 10 ans que les laboratoires travaillaient dessus. C'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça, avec la commande de doigt. Maintenant, on a surtout du recul, c'est-à-dire qu'il y a des dizaines de millions de personnes, des centaines de millions de personnes qui ont été vaccinées avec ces vaccins, notamment ARN messager, et que les nouvelles sont très bonnes. Je reviens à une émission qu'on avait faite ensemble, peut-être au début de l'année, où je vous disais, on aura peut-être des accidents. Je les disais comme ça, 1 pour 100 000, c'était un ordre de grandeur. Il est vérifié aujourd'hui. C'est extrêmement rare. 1 pour 100 000. Extrêmement rare. Avec l'ARN messager, c'est ces réactions allergiques, anaphylaxie, qui d'ailleurs ne se suivent seulement dans 20% des cas sont suivis d'une hospitalisation. C'est pour vous dire ces accidents graves, mais qui ne sont pas non plus... Qui ne sont pas très graves. que ça. Avec l'AstraZeneca, on a vu, c'est ces thrombophlébites cérébrales. Là encore, on est dans le 1 pour 100 000. On est vraiment avec des vaccins qui sont aujourd'hui très sûrs, on a du recul et des vaccins qui sont aussi très efficaces. Alors, les réticents à la vaccination, certains ont peur des piqûres, d'autres estiment que leur libre choix est remis en question, d'autres encore estiment qu'il ne faut pas enrichir l'industrie pharmaceutique. J'ai entendu ça et j'ai lu ça également. Alors, ça pose question et notamment ça pose des questions sur l'esprit civique de nos concitoyens. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est-à-dire qu'on oublie ce qu'on oublie, c'est que les vaccins, on les utilise pour protéger la collectivité aussi. Le vaccin, c'est une mesure de santé publique. Collective. Alors, ça vous Ce protège. n'est pas une mesure individuelle. Ça vous protège individuellement. Le bénéfice-risque individuel est évident avec les vaccins. Et en plus, il y a un impact collectif puisque vous évitez de transmettre l'infection à d'autres personnes. Bien. Alors, la question est posée. Est-ce que vous allez y répondre ? Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ? Peut-être pas pour tout le monde, mais au moins, pour atteindre une immunité collective, obligatoire pour, je sais pas moi, le personnel soignant, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Alors, on est aujourd'hui toujours dans une étape de persuasion, essayons d'expliquer. Je pense qu'il y a deux situations qu'il faut distinguer. Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas accès au vaccin parce qu'ils vivent de façon extrêmement isolée. On s'en rend compte chez les plus de 80 ans. Chez les plus de 80 ans, on est arrivé à 80% de couverture vaccinale. Et là, les 20% qui manquent, ce sont des personnes très âgées, qui vivent de façon isolée, qui n'ont pas eu l'information. Aller les voir. Il faut aller les trouver, il faut aller les voir. Il faut qu'à chaque fois qu'ils aient un contact avec le système de soins, on leur propose le vaccin. Il faut vraiment faire du aller vers, etc. Il y a possiblement aussi, dans une tranche d'âge plus jeune, des personnes qui n'ont pas aussi accès à l'information comme il le faudrait. Il faut là aussi leur expliquer, etc. Il y a une marge qu'on peut gagner
par la persuasion. C'est ce qui est en train d'être fait. Il y a au sein des personnels soignants, effectivement, des personnes qui ne souhaitent pas se vacciner. Là, effectivement, dans le cadre de leurs activités professionnelles, ils mettent en danger les personnes qu'ils sont censés soigner. Et je pense qu'on va vers une vaccination. Je vais vous poser une question dérangeante, peut-être. Est-ce qu'à l'Institut Pasteur, tout le monde est vacciné? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Bah non, bien sûr, ce sont des informations qui sont d'ailleurs confidentielles. Qui sont d'ailleurs l'employeur ne peut pas demander. Est-ce que vous pensez qu'il y a du personnel qui travaille à l'Institut Pasteur et qui n'est pas vacciné? Ça peut arriver? Ça me chagrinerait, mais ça peut sûrement arriver. Mais ça peut sûrement arriver. Bien sûr. Non, je vous dis ça parce que je pense aux familles, dans les EHPAD, aux familles qui ont perdu un être cher. Pourquoi? Parce que l'un des personnels soignants n'a pas été vacciné. On n'a pas voulu la vaccination. Je pense que vous avez vu qu'Olivier Véran a... fait un pas dans cette direction en disant que la première fois ici, à la fin de l'été, on refait le point et là on se posera vraiment la question de l'obligation vaccinale. J'ai vu que certaines entreprises américaines obligeaient leurs salariés à la vaccination. Alors en France, le droit du travail, c'est un peu plus difficile, mais aux États-Unis, dans tous les cas, on n'hésite pas. Et puis il y a une autre question que j'ai envie de vous poser. Les médecins généralistes connaissent bien leurs patients et les médecins généralistes pourraient, je sais pas moi, recevoir la liste de leurs patients non vaccinés. C'est d'ailleurs à l'étude. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est à l'étude. Moi, je pense que ça reste... Alors là, il y a encore une fois la législation qui intervient par rapport aux limites du secret médical, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est tout à fait dans le cadre de ce que le secret médical permet. C'est une information à un médecin par rapport à sa patientèle, qu'il sache qui est vacciné et n'est pas vacciné. Moi, à titre personnel, ne me choque pas. Ça ne vous choque pas? Vous pensez que les médecins devraient recevoir la liste de leurs patients non vaccinés? Ça ne me choque pas. Et si ça leur permet effectivement de contacter les non-vaccinés et de leur donner soit les informations, soit faciliter leur accès à la vaccination, ça me paraîtrait une bonne chose. Ça vous paraîtrait une bonne chose? Permettre aux médecins généralistes de savoir et de connaître l'état de leurs patients. Je pense, je me trompe peut-être, mais je pense qu'on est tout à fait encore dans les limites de ce que le secret médical permet. Et puis, il y a un autre point, ce sont les tests. Beaucoup de tests de convenance. Je m'explique. Certains ou certaines vont se faire tester, test PCR, régulièrement. Je dis régulièrement, et même très régulièrement. Pourquoi? Pour éviter la vaccination. Est-ce qu'il faut rendre le test? Qui était la seule dont on disposait jusqu'à un passé récent, à ses limites. Pour être vraiment efficace, il faudrait que cette personne se teste toutes les semaines et que si elles étaient positives, elles se mettent immédiatement en isolement et puis il y a tout le travail de retrouver leurs contacts, etc. Enfin, vous voyez, c'est quand même extrêmement lourd. Cette stratégie-là, comparée à la vaccination, est très loin d'avoir la même efficacité. Donc je ne pense pas qu'on puisse aujourd'hui l'ériger en stratégie quand on a des vaccins en quantité suffisante. Et où évidemment la vaccination remplit le même... Certains pensent que le test remplace le vaccin. Non, ça ne marche pas aussi bien. C'est-à-dire que je me teste, je suis testé, je suis tranquille, je ne suis pas touché par le virus, pas besoin de me faire vacciner. C'est ce que j'ai entendu. Je vous invite à regarder les modélisations qui ont été publiées hier par l'équipe de Simon Kochmez à l'Institut Pasteur et où justement on teste différents scénarios de lutte contre l'épidémie avec l'accès aux autotests comparé à la vaccination. Mais il n'y a pas photo. Je veux dire, c'est vraiment la différence entre les deux stratégies et à l'évidence en faveur de la vaccination. Et puis, il y a des médecins ou des pharmaciens qui délivrent des faux certificats. Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu. Non, mais moi je vous le dis, de vaccins anti-Covid. Parce que ils ont des connaissances ou des amis qui viennent les voir en disant allez, fais-moi un faux tu m'as vacciné. Non, je suis contre les vaccins, mais allez. Donne-moi un faux certificat. On est d'accord là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire à quel point c'est condamnable. À quel point c'est condamnable et à quel point les ordres devraient intervenir. Bien sûr, bien sûr. Arnaud Fontanet. Arnaud Fontanet, je voudrais terminer avec juste une autre question. Et je sors du Covid. Enfin non, je ne sors pas du Covid. Les traitements par suppositoire. J'ai vu que l'Institut Pasteur travaillait dessus. L'Institut Pasteur de Lille travaille dessus. Oui. J'ai toujours pas de résultats. On n'a toujours pas de résultats. Et c'est clinique. Le premier trimestre 2021, ils ont fait un essai. J'ai pas les résultats. Avec un médicament qui s'appelle l'Octofène. L'Octofène, oui, qui était un médicament qui avait été utilisé dans le passé sur les infections respiratoires, mais je ne connais pas les résultats. C'est pas les résultats. Bien. Merci d'être venu nous voir. Bon été, puis on se retrouvera à la rentrée.
Avec plaisir. Merci, professeur Arnaud Fontanet. Il est 8h54 pour être informé. Vous êtes sur RMC et BFM TV.